Emmanuel Navon, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita pour commenter cette visite de Mike Pence, cette visite qui a débuté hier et qui a tout de suite atteint son paroxysme avec ce discours du vice-président américain à la Knesset. Alors, c'est lui qui a béni Sheikh Yanou, mais je crois que du côté israélien, on aurait pu faire la même bénédiction de la même manière, parce que on a même le sentiment parfois que c'est Binyamin Netanyahou lui-même qui lui a écrit ce discours. On n'aurait pas pu espérer mieux. C'est ce que vous ressentez ce matin ? C'est pas seulement Benjamin Netanyahu. Je pense que pour une majorité d'Israéliens, c'était véritablement un discours mis du baume sur le cœur, je dirais, de la plupart des Israéliens. Un président américain qui dit ouvertement qu'il est fier de parler à la Knesset, la capitale, à Jérusalem, la capitale d'Israël, et il insiste bien là-dessus, qui reconnaît le lien historique entre le peuple juif et sa terre, et finalement un discours qui est le contrepoids du discours fleuve qu'avait donné Mahmoud Abbas il y a 2 semaines, dans lequel il niait complètement le lien entre le peuple juif et la terre d'Israël et l'histoire juive. Et là, au contraire, un président américain qui non seulement ne fait pas marche arrière, un vice-président américain qui non seulement ne fait pas marche arrière sur la question de Jérusalem, mais au contraire dit que l'ambassade sera transférée d'ici 2019, qui s'engage à ce qu'il n'y aura pas d'armes nucléaires iraniennes et que l'État islamique sera complètement éliminé. Donc que l'on soit de droite ou de gauche en Israël, ce sont des thèmes, bien entendu, qui unifient la plupart de l'opinion publique israélienne. Alors, comment on a l'impression que c'est trop beau pour être vrai, mais est-ce que vous avez décelé dans ce discours aussi des éléments qui sont susceptibles de poser problème par la suite? On sait qu'il a parlé de 2 États pour 2 peuples. Est-ce que vous avez le sentiment, quelque part, peut-être qu'après la visite de Mike Pence en Égypte et en Jordanie, eh bien, et même après l'intervention de Mahmoud Abbas hier à Bruxelles, dans lequel il a dit qu'il était favorable à la reprise des négociations, hein, bien sous certaines conditions, mais en tout cas à la reprise des négociations, est-ce que vous avez le sentiment que cette idylle risque peut se terminer à un moment et que l'administration Trump, avec en particulier un président imprévisible, peut d'un coup modifier cette tendance, ou alors on est et soutenir en tout cas une reprise des négociations avec les Palestiniens, ou en tout cas lâcher du lest envers les Palestiniens, ou bien on est véritablement dans une nouvelle direction de l'administration américaine et ça va se poursuivre? Je pense que Israël peut compter sur Mahmoud Abbas pour qu'il n'y ait pas de surprise du côté américain, dans la mesure où l'administration Trump semblait vouloir promouvoir une entente ou un espèce d'accord cadre entre Israël et l'autorité palestinienne, avec le soutien et la coordination de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte et de la Jordanie, et que Mahmoud Abbas a donné sa réponse avec son discours fleuve au comité de l'OLP, en rejetant toutes les propositions américaines, en insultant le président américain, en insultant l'État d'Israël. Et par conséquent, si l'administration Trump avait des velléités pour promouvoir un accord cadre entre Israël et les Palestiniens, eh bien, je pense que la réponse de Mahmoud Abbas a été très claire. Et je pense que Donald Trump n'est pas le genre de président qui se laisse insulter facilement, contrairement à certains de ses prédécesseurs. Je vous rappelle que lorsque Arafat, à l'époque, avait dit non à toutes les propositions de Clinton, et Mahmoud Abbas lui-même avait rejeté l'accord cadre de paix de Barack Obama en février 2014. Cela aussi, on a tendance à l'oublier. Et il n'a jamais payé le prix pour finalement dire non au président américain en dépit de leur offre extrêmement généreuse. Et je pense que Donald Trump n'est pas le genre de personne à se laisser insulter facilement. Alors, on a le sentiment, avec cette visite de Mike Pence, que finalement, la copie, ou en tout cas le numéro 2, eh bien, vaut bien le numéro 1, et que dans l'absolu, on serait peut-être plus rassuré si on avait un Mike Pence à la tête de l'administration américaine plutôt qu'un Donald Trump imprévisible. Est-ce que c'est aussi un sentiment que vous avez après ce discours dans le cadre de cette visite ? Il faut bien comprendre que Mike Pence n'aurait jamais pu se faire élire président des États-Unis parce qu'il faut bien comprendre que sur la carte politique américaine,
il se place très très à droite, le plus à droite qu'on peut, sur la carte politique américaine, extrêmement conservateur, chrétien évangéliste, et par conséquent, il n'aurait jamais pu attirer l'électorat centriste américain. Il faut bien comprendre que Donald Trump doit sa victoire à plusieurs choses, mais disons que dans la stratégie de Donald Trump, c'est que Trump lui-même a représenté les classes moyennes frustrées américaines qui en général ne vont pas voter. La stratégie de Breitbart, c'était justement l'anti-politically correct et j'ai dit les classes moyennes qui se sont délaissées par la globalisation. Et lorsqu'il a choisi Mike Pence, c'était justement pour s'attirer également l'électorat ultra-conservateur et évangéliste. Donc ce sont deux personnes complètement différentes. Il n'aurait pas pu gagner sans Mike Pence, mais Mike Pence comme candidat n'aurait jamais eu aucune chance de se faire. Même si aujourd'hui on a le sentiment que les républicains pourraient se contenter d'un candidat tel que lui. Non, les républicains ne peuvent pas se contenter d'un candidat tel que lui parce qu'il est inéligible enfin, il pourrait éventuellement gagner effectivement les primaires républicaines, mais il n'aurait aucune chance de se faire élire au niveau national parce qu'il est beaucoup trop ultra-conservateur pour attirer l'électorat centriste. Alors, où va-t-on maintenant? On a le sentiment que, une fois que cette reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'État d'Israël est un fait accompli, un acquis incontournable et officialisé, les Américains vont tout de même vouloir aller de l'avant, essayer de renouer un dialogue avec les Américains, avec les Palestiniens. Est-ce que vous avez le sentiment que les pays sunnites modérés que Mike Pence a visités au cours de cette visite au Proche-Orient, c'est-à-dire la Jordanie du roi Abdallah et l'Égypte à Sisi, sont susceptibles de faire pression sur les Palestiniens? Ils ont les moyens de faire pression sur les Palestiniens pour les ramener à la table des négociations? Oui, mais les choses sont plus compliquées. Autrement dit, l'Arabie Saoudite de MBS, l'Égypte de Al-Sisi, également dans une moindre mesure le roi Abdallah de Jordanie, sont prêts effectivement à se joindre à la lutte de Trump contre l'influence iranienne dans la région qui les menace eux également. Et pour cela, effectivement, ils ont besoin d'un certain désamorcement, je dirais, pas d'une résolution totale qui est impossible, mais d'un désamorcement relatif du conflit israélo-palestinien. C'est la raison pour laquelle MBS lui-même il a déjà fait pression sur Abbas pour accepter l'accord cadre proposé par l'administration Trump. Et c'est justement lorsque Abbas a vu les grandes lignes de ce plan de paix qu'il est devenu furieux, parce que cela était beaucoup moins avantageux que les propositions qu'il a lui-même rejetées dans le passé, en particulier la proposition d'Olmert en septembre 2008, la proposition Kerry en février 2014. Donc, oui, ils peuvent faire pression sur Abbas, mais on voit bien que Abbas a rejeté justement cette pression. Et pourquoi il peut se permettre de rejeter cette pression? Parce qu'il a d'autres soutiens dans la région, même s'ils ne sont pas tellement efficaces, en particulier l'Iran et la Turquie de Erdogan. Alors évidemment, il comptait également sur la Russie et sur l'Union européenne, mais on voit qu'ils n'arrivent pas véritablement à obtenir leur soutien. Et je pense qu'Abbas, justement, aujourd'hui adopte une politique du pire, où il rejette toutes les pressions. Il a 83 ans, il sait qu'il est en fin de route, et il est prêt finalement à jouer son va-tout et à préférer ne pas céder aux pressions des pays sunnites alliés des États-Unis pour ne pas être perçu ensuite par les historiens et par la rue palestinienne comme quelqu'un qui a finalement abandonné la cause palestinienne à moindre prix. Alors, je voudrais revenir au discours de Mike Pence, et en particulier à cette sortie des députés arabes israéliens au début du discours. On s'y attendait, ce n'était pas une véritable surprise, il l'avait annoncé. La question est de se dire, est-ce que c'était le moyen, c'était l'idée la plus judicieuse de les chasser de l'hémicycle immédiatement lorsqu'ils ont brandi ce genre de pancarte, mentionnant que Jérusalem était pour eux la capitale de la Palestine. Est-ce que c'était judicieux ou alors on aurait dû les laisser tout simplement s'exprimer jusqu'à ce qu'ils se fatiguent et qu'ils sortent, et cela aurait d'une certaine manière montré à l'ensemble de la communauté internationale la démocratie israélienne dans toute sa splendeur et dans toute sa problématique?
Je pense que les avoir fait sortir immédiatement, cela n'a effectivement pas tellement servi Israël en termes d'image et de relations publiques, parce que beaucoup de journalistes dans le monde ont eu l'impression, et d'ailleurs certains journalistes l'ont écrit, qu'on les a exclus de la Knesset parce que ce sont des députés arabes, ce qui évidemment n'est pas le cas. Je pense qu'il aurait fallu les laisser, en tout cas au début, et si effectivement ils avaient empêché ou vraiment dérangé le vice-président de délivrer son discours, alors là effectivement il aurait fallu les exclure, mais peut-être pas immédiatement, parce que effectivement cela a été récupéré par des gens pas très bien intentionnés à l'égard d'Israël pour dire, voyez, ils font sortir les députés arabes de la Knesset, alors qu'ils n'ont pas été sortis parce qu'ils sont arabes, mais parce qu'ils ont dérangé le vice-président américain. Une journaliste américaine très connue, dont le nom m'échappe à présent, a tweeté justement, imaginez si on faisait sortir les députés noirs du Congrès américain. Vous voyez que ça n'a pas du tout été compris. À cela, je lui ai répondu sur Twitter, imaginez si des membres du Congrès américain dérangeaient un chef d'État étranger venu s'adresser à la Chambre des représentants avec des pancartes qui diraient que le Texas appartient au Mexique et que la France doit reprendre la Louisiane. Voilà, c'était un peu ça, si vous voulez. C'est ça. Alors, une dernière question concernant dans le discours de Mike Pence. On a parlé il a parlé du nucléaire iranien et il a affirmé que l'accord de Vienne était un accord catastrophique, qu'il fallait absolument amender. C'est une position qu'Israël suit et qu'Israël va suivre. Vous avez le sentiment que c'est quelque chose qui est réaliste d'amender de cette manière l'accord de Vienne ? D'accord. D'abord, on a pour la première fois, je dirais, une position américaine très claire sur cette question, puisque jusqu'à présent, c'était un peu en suspens, alors que là, les États-Unis disent pour la première fois de façon très claire que c'est la dernière fois qu'ils accordent finalement l'approbation de l'accord avec l'Iran, et donc maintenant ils vont le remettre en cause. Mais la véritable question qui se pose à présent, c'est quelle va être la stratégie américaine sur la question de l'accord nucléaire. Ce qu'on ne sait pas, quelles seraient les conséquences. Est-ce que l'Iran se retirerait lui-même de l'accord et finalement poursuivrait son programme nucléaire de façon beaucoup plus rapide, ou bien est-ce qu'il maintiendrait l'accord uniquement avec les Européens? On ne sait pas exactement quelles seraient les stratégies, quels seraient les différents scénarios et la stratégie américaine. Donc d'un côté, on a une déclaration claire sur le fait que les États-Unis ne vont pas se maintenir dans l'accord. D'un autre côté, les États-Unis ne dévoilent pas non plus leur stratégie sur comment réagirait-il aux différentes, je dirais, stratégies iraniennes après un retrait américain de l'accord, qui n'est pas encore une fois un accord bilatéral entre les États-Unis et l'Iran. Eh bien, docteur Emmanuel Navon, merci d'avoir été avec nous ce matin pour analyser avec nous ce discours de Mike Pence et cette visite du vice-président américain en Israël. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée. Shalom. Merci, bonne journée. Voilà, il est 8h26 sur Studio Kalita. Nous allons marquer une petite pause et on se retrouve après avec Eliana Gurfinkel et sa chronique Un jour notre histoire.